Bonjour à tous, c'est Professeur Missoum. Ce cours est destiné aux résidents de première année. On va parler aujourd'hui de la physiologie de l'eau. Le corps humain contient 60% d'eau. Ce pourcentage varie entre 47% à 73%, tout dépendra de la quantité de gras que contient l'organisme. Plus on est gros, moins on contient d'eau, et plus on est mince, plus le pourcentage d'eau de l'eau est important. Cette eau corporelle se répartit entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Le milieu extracellulaire est représenté par le milieu interstitiel et le capital en eau intravasculaire. Donc, les deux tiers de l'eau totale est retrouvé au niveau intracellulaire et le tiers restant est au niveau du milieu extracellulaire. Les échanges entre les cellules et le milieu interstitiel dépendent essentiellement de la balance entre la pression oncotique et la pression hydrostatique de part et d'autre. Les échanges entre le milieu interstitiel et le milieu vasculaire dépendent essentiellement de l'osmolalité sanguine. Cette osmolalité, on peut la mesurer grâce à des automates particuliers, ou bien on peut la calculer et l'estimer. C'est finalement la somme de toutes les molécules qui sont osmotiquement actives. Et lorsqu'on parle d'osmolalité efficace, c'est les molécules qui sont essentiellement intravasculaires, plasmatiques. Donc, on a tendance à dire que l'osmolalité efficace, c'est 2 fois le sodium plus le glucose. L'urée est exclue tout simplement parce qu'elle passe d'une façon libre entre le milieu intracellulaire et extracellulaire et son pouvoir osmotique est par conséquence amoindri. L'osmolalité plasmatique va déterminer le mouvement de l'eau entre le milieu interstitiel et le milieu intracellulaire. Si elle est très augmentée, ça va attirer l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, et ça va entraîner une déshydratation intracellulaire. Par contre, si elle est basse, l'eau va passer plutôt vers la cellule, vers l'intérieur de la cellule, et ça va entraîner une hyperhydratation intracellulaire. Donc, les mouvements de l'eau entre le milieu vasculaire et le milieu intracellulaire par le biais du milieu intercellulaire dépendent essentiellement de l'osmolalité. Chaque jour, on boit en moyenne 2 litres par jour. Tout dépendra des personnes, mais en moyenne, on boit 2 litres par jour. Une toute petite quantité est éliminée dans les selles. La quasi-totalité est absorbée et ça va permettre le renouvellement de l'eau extracellulaire, interstitielle et intracellulaire. Il y a une perte dite de sorties incontrôlables qui sont des sorties extrarénales au niveau de la respiration et au niveau cutané. Il faut savoir que chaque jour, on produit un demi-litre d'eau endogène. Le rein représente la seule sortie régulable et ça permettra le bilan nul de l'eau. Donc, en moyenne, on urine 2 litres par jour, 1,8 litres par jour. La filtration glomérulaire est libre, ça veut dire que l'eau passe d'une façon libre et on filtre chaque jour 180 litres. C'est très très important. Et ça va traverser tout le chemin des tubes pour arriver à la fin, pour former les urines définitives qui représentent simplement 1% des 180 litres filtrés par jour. Et cette réabsorption est heureusement passive, parce que si elle était active, on dépensera énormément d'énergie et on devra manger 30 000 calories par jour. Bon, c'est pas pour nous déplaire, mais on n'aurait pas survécu tous ces siècles dans la nature. Donc, dans les parties tube proximal et la branche descendante de l'anse de Rayleigh, la réabsorption se fait selon un gradient de concentration, par le biais de réabsorption d'autres molécules, telles le sodium, le chlore, etc. Et cette réabsorption est dans 66%. 66% de l'eau filtrée est réabsorbée au niveau du tube proximal. Donc, elle suit un gradient de concentration. Ce gradient de concentration est formé grâce aux pompes NAK ATPase basolatérales qui vont pomper le sodium intracellulaire, diminuer ce sodium intracellulaire et
pousser le sodium au niveau urinaire à rentrer à l'intérieur de la cellule et de sortir vers le côté interstitiel. Ce qui va entraîner un gradient de concentration et le passage de l'eau pour chaque molécule de sodium. L'eau traverse dans l'espace interstitiel, mais aussi grâce à des aquaporines, les aquaporines 1 du côté apical, puis ils sont réabsorbés du côté basolatéral grâce aux aquaporines 3 et 4. Au niveau de la branche descendante de l'anse de Rayleigh, on réabsorbe entre 15 et 20% de 180 litres filtrés. Et ceci s'effectue grâce aux aquaporines, une dans la partie apicale et aquaporine du côté basolatéral. Et ça se fait grâce à un gradient de concentration. La branche ascendante de l'anse de Rayleigh ainsi que le tube distal sont imperméables à l'eau. Dans le tube collecteur, cette perméabilité du tube collecteur dépendra essentiellement de la concentration de l'ADH. Donc, il peut être perméable comme il peut être imperméable. Si l'ADH est très bas, le tube collecteur est imperméable à l'eau. Si l'ADH est élevé, le tube collecteur devient perméable à l'eau. Il faut savoir que l'ADH fonctionne comme suit. Donc, il va se lier à ses récepteurs V2 basolatéral. La conséquence d'une activation de l'ATP et formation de l'AMP cyclique, la stimulation des phosphokinases, l'augmentation du calcium intracytosolique et la libération à partir des endosomes des aquaporines 2. Donc j'insiste sur le fait que ce soit des aquaporines 2. C'est les seules qui sont dont l'expression apicale est dépendante de l'ADH. L'expression des aquaporines 2 à la surface de la cellule du tube collecteur va entraîner le passage de l'eau à l'intérieur de la cellule, puis la sortie basolatérale grâce aux aquaporines 3 et 4. Donc, l'équilibre de l'eau, le bilan nul de l'eau dépendra des entrées, c'est essentiellement la soif, et des sorties régulables qui sont exclusivement rénales. Lorsqu'on boit, lorsque la sensation de soif est présente, ça veut dire qu'on a besoin d'eau, c'est le stimulus, c'est les osmorécepteurs qui sont stimulés, la soif est stimulée à partir d'une osmolalité plasmatique de 300 millismoles par kilo. La soif est aussi stimulée par des stimulus hémodynamiques, ça veut dire une hypotension, une hypovolémie, grâce aux barorécepteurs. La sécrétion de l'ADH est stimulée par les osmorécepteurs et le seuil de la sécrétion de l'ADH est une osmolalité plasmatique supérieure à 280 milliosmoles par kilo. J'attire votre attention que ce seuil de sécrétion d'ADH est variable selon la personne. L'ADH est aussi stimulé, la sécrétion de l'ADH, la libération de l'ADH de l'hypophyse postérieure est stimulée par des stimulus hémodynamiques. Une variation de plus de 10% de la volémie ou de la tension artérielle va entraîner une libération de l'ADH. Si on est en restriction hydrique, l'osmolalité va augmenter. Cette osmolalité augmentée va entraîner la stimulation de la libération de l'ADH qui va réguler les sorties rénales en augmentant la concentration des urines, c'est-à-dire il va éliminer le moins possible, il va concentrer au maximum les urines et le maximum de concentration urinaire chez l'homme est de 1200 milliosmoles par kilo, ça correspond à un diurèse de 500 cc, donc on ne peut pas concentrer plus nos urines. Par contre, si on prend énormément d'eau, l'osmolalité sanguine plasmatique diminue, l'ADH va être bloqué, donc il n'y a pas de sécrétion d'ADH, et le rein va libérer des urines très peu osmotiques. On peut diluer les urines jusqu'à 60 à 50 milliosmoles par kilo d'eau. Voilà, le bilan de l'eau est extrêmement facile, j'espère que vous avez compris, et à la prochaine, Inch'Allah.